Bon, d'accord. Donc, tous mes remerciements pour avoir organisé cette réunion. Donc, vous trouvez ici le plan de cette proposition pour pouvoir promouvoir les logiciels libres. Je vais commencer par, bien sûr, le plus important, les remerciements, que je continue. En particulier, donc, je remercie aussi la Méjeanne de nous accueillir dans cette salle qui est adaptée au point de vue taille. Vous verrez qu'il y aura non seulement l'exposé, mais aussi quelques documents que vous pourrez consulter si vous souhaitez. Et pour ceux qui seraient plus intéressés, il y a quelques documents à distribuer que l'on pourra voir en fin de réunion. Alors, on ne peut pas parler de logiciel libre, on ne peut pas parler de libre sans faire référence à Richard Stallman, connu par tout le monde sous le sigle RMS, ses initiales. Donc, c'est un Américain né à Manhattan, mais il a aussi la particularité d'être parfaitement bilingue, et ça se voit dans son œuvre. Lorsqu'il fait un jeu de mots, il s'arrange pour qu'il soit traductible en français et en anglais. C'est pas du tout évident, ça suppose une très bonne maîtrise des deux langues. Donc, il est né en 1953, pour moi c'est un petit jeune. Il a été connu par la création de deux faits importants. La création de la Free Software Foundation en 1988, et pratiquement 1983 par contre, et 1983, les licences GNU GPL. C'est un peu technique vu comme ceci, mais comme toujours, un dessin vaut mieux qu'un texte, et en plus le dessin est international. Donc cette fameuse licence GNU GPL est représentée par un GNU, là aussi, un jeu de mots international. Et donc, vous verrez très souvent dans ces documents et sur Internet l'apparition de cet animal sympathique. Attention, ça veut dire que vous avez derrière un énormément d'idées, et en particulier la notion d'une licence libre. C'est un animal a priori paisible, mais que, le cas échéant, a de bonnes cornes et peut se défendre. En particulier, lorsqu'il y a eu des attaques juridiques contre la GNU GPL, les attaques ont été donc repoussées parce que c'est une licence qui a été très très bien étudiée. La grande astuce de M. Richard Stallman, c'est pas seulement d'être un très bon développeur de logiciels libres, mais d'avoir su s'entourer de juristes. Et lorsqu'il s'était rendu compte qu'un des gros problèmes des logiciels libres et de la culture libre était un problème juridique, il a su trouver les compétences dans des domaines assez éloignés des siens. Et la création de la licence GNU GPL a permis d'avoir un document qui est opposable donc en cas d'attaque. Et ça, c'est très important de ne pas négliger les aspects juridiques, en particulier si on doit rester dans la défensive, comme pour défendre des logiciels libres. Alors, après avoir donc eu cette période, mettons, surtout universitaire et scientifique, il a aussi su, et il s'est rendu compte qu'il fallait intervenir auprès du grand public et ne pas hésiter à prendre des tournures un peu atypiques pour un scientifique, donc se présenter sous cette forme pour aller donc présenter la bonne parole, comme on dit, auprès d'un public aussi vaste que possible, en se mettant dans des costumes qui distraient un peu pendant un certain temps, détendent l'atmosphère et permettent de reprendre ensuite les débats de fond. Alors, dans le même ordre d'idée, en extrapolant un petit peu, j'ai vu sur Internet cette image qui m'a beaucoup intéressé. Je l'ai prise. Je ne sais pas exactement quelle est sa licence. En général, je ne prends que des licences libres. J'espère qu'elle est suffisamment libre pour que je ne sois pas attaqué en justice. Mais cette image est intéressante parce que derrière le logiciel libre, derrière le mot libre d'une façon générale, il y a des mythes, mais il y a aussi beaucoup de réalités. Et donc, ce qu'on va essayer de voir au niveau de cette présentation, quels sont les mythes potentiels au niveau des logiciels libres, de la culture libre, et quelles sont les réalités sous-jacentes. Alors, logiciels libres, vous les avez souvent vus, vous les avez souvent côtoyés. Par exemple, il est fort probable que dans beaucoup de machines que vous avez utilisées, vous avez trouvé ce logo. Vous avez peut-être vu ce logo, c'est un peu plus spécifique. Wikipédia
Si quelqu'un dans la salle n'a pas vu ou lu un article de Wikipédia, qu'il ose lever la main. Donc, Wikipédia, c'est vraiment la culture libre. Donc, vous voyez, il y a 2 colonnes. Il y a d'accord les logiciels libres, parfois un peu pointus, la culture libre qui touche tout le monde. Et Wikipédia, les enfants au collège déjà utilisent Wikipédia, parfois de travers, mais il y a déjà un effort. Au moins, ils vont sur des sites libres plutôt que des sites peu présentables pour eux. Donc, c'est déjà un gros progrès. Vous voyez 2 logos importants. Le logo qu'on a déjà vu correspondant à la licence GNU, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Un autre logo important concernant les Creative Commons. Les Creative Commons ont été créés spécialement pour protéger tous les communs immatériels, donc considérés comme des moyens créatifs. Et donc là aussi, on verra plus tard ce dont il s'agit. Vous avez sans doute été malheureusement sur Google Maps, mais il faut savoir qu'il y a un équivalent libre, et OpenStreetMap, présenté ici, donc, qui couvre le monde entier, là, le bassin méditerranéen. N'hésitez pas à l'utiliser. Un petit détail, actuellement il y a beaucoup de travaux au niveau d'Aix-en-Provence. La carte est constamment remise à jour. Alors avant de vous engager dans un carrefour que vous n'avez pas vu depuis quelques mois, n'hésitez pas à regarder quel est l'état du carrefour. À partir dans le Jas de Bouffant, les carrefours changent, tantôt on tourne dans le sens aiguille du monde, tantôt dans l'autre sens. Mais en gros, ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas vu trop de voitures cabossées. Mais il y en a peut-être. Bon. Donc n'hésitez pas avant de partir, si vous hésitez, ou bien si vous avez OpenStreetMap sur votre téléphone, de l'utiliser. La carte ? Ah, OpenStreetMap. Open ouvert, Street la rue, et la carte pour map. Alors, pour tous ces sigles, je vous aurai... oui. Oui. Oui, pardon. Alors, on va y arriver, c'est un mot très important, parce que la liberté de chacun sera étant là où commence celle des autres, il faut effectivement à un moment définir la limite. Et donc, nous allons voir, pas dans le cas général qui ne nous concerne pas aujourd'hui, mais dans le cas particulier de la culture et des logiciels libres, ce que l'on appelle libre. Merci pour la transition. Voilà. Alors, pour simplifier, on peut prendre une définition en 4 verbes. On a essayé de réduire au plus strict minimum, on n'a pas pu aller plus loin pour l'instant, mais si vous trouvez encore une présentation plus concise, tant mieux. Donc un commun libre, alors les communs libres, c'est au sens très général du terme. Il s'agit de logiciels libres, il s'agit de culture libre, et dans le cas de la culture libre, il s'agit de Wikipédia. Et je vais prendre Wikipédia justement pour la suite de cette diapositive. Les communs libres, donc les communs, c'est tout ce qui est... Vous avez souvent, je crois, au niveau de l'université, à parler des communs. C'est une notion très ancienne qui date en particulier, qui a été du temps des Grecs, qui était déjà évoquée, qui a été évoquée en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays. Donc les communs, c'est tout ce qui est bien commun à tous. Et dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler uniquement des communs immatériels. C'est très important de faire la distinction entre communs immatériels et les communs matériels qui posent d'autres problèmes spécifiques. Donc on est dans les communs immatériels et on considère qu'il est libre s'ils obéissent à 4 règles. La possibilité d'utiliser, d'étudier, d'adapter et de diffuser. Alors on va reprendre le détail. Vous prenez un article de Wikipédia, pour simplifier. L'utiliser, ça veut dire, de façon très simple, vous le lisez, vous avez besoin de vous rappeler ce qui s'est passé dans les années 40, par exemple, dans les années 68, pour citer au hasard, et vous pouvez aller voir sur Wikipédia et retrouver des informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous utilisez, vous lisez une page. Étudier, c'est un peu plus. Parce qu'en lisant les pages, vous dites, tiens, ce n'est pas tout à fait ce qu'on m'avait dit quand j'étais petit, ce n'est pas tout à fait ce qu'on dit autour de moi. Étudier, vous allez donc essayer d'avoir une étude critique, ce qui est le rôle dans le cadre d'université, d'essayer de voir de façon critique ce qui est dit dans un article. Un article n'est jamais quelque chose que l'on doit apprendre par cœur. Il faut toujours l'étudier. Et un moyen d'étudier, c'est d'aller voir ce qui se passe dans d'autres langues. Alors, l'idéal, c'est d'être au moins bilingue. On ne l'est pas tous, et on l'est en général, on connaît vraiment une seule langue, et les autres, on les maîtrise un peu, et les autres, on les devine. Dans mon cas particulier, l'anglais, ça va à peu près, l'espagnol, je ne l'ai jamais appris, mais
en regardant dans Wikipédia un article écrit en espagnol et en le comparant au même article écrit en français, je me rends compte s'il y a beaucoup de similitudes ou s'il y a apparemment, ne serait-ce que dans la disposition des paragraphes, de très grosses différences. Alors il y a des domaines où a priori l'article en espagnol ou l'article, donc je prends spécifiquement l'espagnol dans mon cas, puisque je devine l'espagnol ne l'ayant pas étudié directement, je me rends compte qu'en gros, les Espagnols ne semblent pas avoir un point de vue très différent des Français. Par contre, on peut étudier d'autres questions, par exemple, mettons au hasard, la présence des Français pendant la période napoléonienne en Espagne. Il est probable qu'il y aura sans doute des nuances et des différences majeures dans la présentation de cette période critique. Donc étudier, ça veut dire aller voir, si possible dans une langue qu'on maîtrise ou dans une langue qu'on peut suffisamment deviner. C'est évident, en ce qui me concerne, je n'irai pas m'aventurer dans des langues asiatiques ou même en arabe. Mais même en arabe, on peut quand même se rendre compte, en particulier parce que les articles de Wikipédia sont illustrés. Et donc, on peut voir si les images qui ont été sélectionnées par donc un arabophone sont les mêmes que celles qui sont sélectionnées par donc des francophones ou des anglophones. Étudier, donc, ça demande déjà un travail critique et typiquement un travail que l'on doit faire dans le cadre d'université avant de lire quelque chose, avant de le comprendre et l'étudier. La transposition dans la vie quotidienne, si vous ne prenez qu'un seul journal, il y a un petit risque d'être emprisonné dans un certain style, même si de qualité peut-être, mais d'un certain style. Donc il est toujours préférable, pour un événement un peu critique, de ne pas hésiter à acheter 2 ou 3 journaux pour avoir des points de vue différents. Adapter. Alors ça, c'est bien sûr, en général, on ne va pas réadapter les articles qu'on a lus dans la journée, on y passerait toute la nuit, on a d'autres choses à faire. Donc adapter, ça c'est pour les spécialistes qui connaissent très bien un sujet, se rendre compte que le sujet tel qu'il a été présenté n'est pas correct, ou bien qu'il y a un cas particulier qui n'a pas été évoqué. Donc c'est une possibilité, dans le cas de Wikipédia et dans le cas général de la culture libre, vous pouvez adapter, donc en faire une version spécifique que vous gardez pour vous-même, mais pourquoi pas essayer de la transmettre à l'extérieur, et en particulier dans le cas de Wikipédia, vous avez entièrement le droit de modifier les articles, de rajouter en particulier toutes les références que vous connaissez bien. C'est pas très compliqué, il y a un éditeur de texte relativement simple, donc il vaut mieux le faire les premières fois en présence donc de spécialistes, c'est le rôle des associations, de que vous accompagnez dans ce cas-là. Mais si vous avez sur un sujet particulier, vous souhaitez améliorer Wikipédia, Wikipédia ne demande que ceci. En particulier, il y a des sujets entiers sur Wikipédia où Wikipédia sait qu'ils sont très en retard. C'est l'Afrique. L'Afrique n'est couverte qu'il y a 5% des articles qui concernent l'Afrique. C'est pourquoi vous avez peut-être vu actuellement, il y a beaucoup de campagnes pour qu'il y ait une présentation plus équilibrée de l'Afrique, en particulier dans un premier temps par des photos. Vous êtes touriste, vous allez en Afrique, vous pouvez prendre des photos qui peuvent être intéressantes et éventuellement, je ne parle pas de photos personnelles, mais des photos générales que vous pouvez proposer à Wikipédia pour compléter ce qui a déjà été fait. Donc c'est une façon simple, vous les transmettez aux éditeurs qui sauront les mettre aux bons endroits. Ça fera partie du fonds commun de la culture internationale. Et diffuser, c'est la possibilité dans Wikipédia, une fois que vous avez fait une modification, elle sera normalement diffusée, dans un premier temps à titre donc provisoire. Il y a des critères qui font avant une diffusion définitive, c'est si vous diffusez quelque chose qui est en contradiction complète avec tout ce que la majorité des gens pensent, vous aurez peut-être quelques problèmes. Il arrive parfois qu'une page de Wikipédia soit censurée tout simplement parce que les automates qui surveillent se rendent compte qu'à la suite d'une intervention, pas forcément la vôtre bien sûr, mais à la suite d'une intervention, il y a eu une très grande majorité de lecteurs qui ont présenté leur mécontentement. Donc, il y a déjà des automates qui vérifient qu'il n'y a pas qu'il y a une espèce de consensus, ou du moins qu'il n'y a pas un refus systématique de lectorat. Par contre, si ça devient pointu, parce que peut-être que le point de vue que vous apportez est un point de vue minoritaire, mais important, à ce moment-là, un éditeur humain, qui sera donc convoqué en quelque sorte par l'ordinateur, dire attention, il y a une page qui est en cours de modification et qui pose un problème de consensus. Donc un éditeur humain va intervenir et vous demander de préciser votre point de vue, et en particulier en donnant des références précises concernant la modification que vous avez apportée. Wikipédia est une encyclopédie, ce n'est pas une présentation primaire des documents.
Les documents type thèse, type article, etc., sont des présentations primaires. Wikipédia est censé faire la synthèse, comme toutes les autres documents du même genre. Si vous avez la possibilité de faire ces 4 modifications, utiliser, étudier, adapter et diffuser, c'est que vous êtes en face d'un document libre. Prenez même une très bonne encyclopédie, papier ou autre, qui vous pourrez, en général, qui ne soit pas libre, vous pourrez l'utiliser, éventuellement l'étudier, l'adapter, vous ne pourrez pas le faire directement. Vous devrez envoyer des lettres au comité de rédaction et diffuser. C'est le comité de rédaction qui décidera ou non que ce soit diffusé dans une édition suivante. C'est l'avantage de Wikipédia. J'ai pris Wikipédia, mais la même chose est vraie pour un très grand nombre de documents. La même chose en ce qui concerne les logiciels libres, mais bien sûr, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans un domaine pointu. Ça concerne les communautés de programmeurs. Alors, un logiciel libre, je reprends les mêmes termes de façon un petit peu plus technique, les 4 libertés. Les informaticiens commencent toujours par 0. C'est ce que l'on fait quand on compte les minutes. C'est la minute 0 qui est en fait la première minute dans une heure. Et ensuite, 1, 2, et jusqu'à 59. Ici, il y a 4 libertés numérotées de 0, 1, 2 et 3. C'est le plaisir des informaticiens, ils commencent par 0 en général. Dans la vie courante, en général, on commence par 1, mais ça, c'est une question d'habitude. Donc la liberté 0, c'est la liberté d'exécuter le programme. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un logiciel, il ne s'agit plus de la culture. Exécuter le programme, donc c'est pouvoir l'utiliser. Ça, tous les logiciels que vous achetez, vous avez le droit de les utiliser, en général, si vous avez réussi à l'installer. Ensuite, vous avez les libertés de l'étudier le fonctionnement du programme. Alors là, en général, si vous avez un logiciel que vous avez acheté, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le capot. Vous l'utilisez tel que, vous êtes content, vous n'êtes pas content. C'est tout, vous n'allez pas plus loin. Mais si vous pouvez l'utiliser, c'est déjà pas si mal. Mais vous n'avez pas la liberté 1. Liberté 2, vous avez la liberté de redistribuer les copies. Alors là, si vous essayez de redistribuer la copie d'un logiciel que vous avez acheté, peut-être vous serez convoqué. Et légalement, vous serez condamné. La loi étant comme ceci. Si c'est un logiciel donc propriétaire. Si c'est un logiciel libre, vous serez encouragé au contraire. Liberté 3, la liberté d'améliorer le programme. Si vous n'avez pas la possibilité de l'étudier, l'amélioration, vous pourrez peut-être l'apporter à titre personnel, mais vous n'aurez pas le droit, si c'est un logiciel propriétaire, de le transférer. Donc c'est l'intérêt des logiciels libres. On reprend à peu près les mêmes termes, un peu plus détaillés que dans la figure précédente. Les 4 libertés, ça, c'est ce qui permet de définir le logiciel libre. Le grand apport de Richard Stallman, c'est d'avoir été une étape plus loin. C'est-à-dire, il a considéré que les 4 libertés, c'était bien, mais qu'il fallait conserver ces libertés, être sûr que ces libertés seraient conservées, non seulement pour toute votre vie, mais pour celle des descendants, etc. Donc, que ça devient partie du patrimoine commun, qu'on devient vraiment au niveau d'un commun international. Et donc, il a introduit la notion de GNU GPL, donc c'est un peu détaillé, il y a beaucoup de jeux de mots là-dessous, on ne va pas rentrer ces techniques, mais quand un logiciel et parfois des documents non logiciels, des documents communs sont en GNU GPL, vous avez la garantie qu'ils le resteront éternellement tant que les lois globales internationales ne changent pas complètement. En particulier tant que le droit d'auteur est maintenu. C'est basé. L'astuce de Richard Stallman, c'était de contourner le droit d'auteur en s'appuyant sur le droit d'auteur. Donc ça assurait une pérennité à très long terme. Alors bien sûr, les pays qui ne reconnaissent pas le droit d'auteur, la GPL n'est pas reconnue non plus. Alors, attention, en orange, les logiciels propriétaires, en général, ne respectent que la liberté 0. Donc vous avez le droit de les acheter, de les utiliser, c'est tout. Les logiciels ouverts, ça, c'est le grand danger. Un logiciel ouvert semble vérifier les 4 premières libertés, mais c'est transitoire. Et pour les personnes comme moi, une génération antérieure à Richard Stallman, on a été piégés. Parce que lorsque j'ai commencé mes recherches, les logiciels étaient tous ouverts, on se les passait. À l'époque, le logiciel valait rien par rapport au matériel. Et des sociétés comme IBM, et les concurrents aussi faisaient de même, donnaient les logiciels et rajoutaient des logiciels jusqu'à faire peser, pour que la balance aille dans le bon sens de leur point de vue. Donc le logiciel, c'était quelque chose que le vendeur rajoutait pour faire plaisir aux clients
il en avait beaucoup de disponibles, et le logiciel, pour lui, n'avait pratiquement pas de valeur. Par contre, pour le client, c'était intéressant d'en bénéficier. Donc le logiciel, dans les années 50, 60, n'avait très peu de valeur. Et puis ensuite, ils ont eu de plus en plus de valeur, et ils sont devenus de plus en plus propriétaires, jusqu'à l'arrivée de Richard Stallman, qui a réussi à créer, à l'aide de juristes, des licences qui permettaient d'éviter cet aspect-là. Bon, on va un peu accélérer. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. L'acronyme GNGP. Ah, ce que ça signifie. Ah alors, en général, on ne le dit pas parce que c'est un peu compliqué. C'est une astuce d'informaticien. C'est récursif. GNU. Alors, U veut dire Unix. C'était pour faire à l'époque, le logiciel le plus souvent utilisé dans les milieux scientifiques était Unix. Et ce que Richard Stallman voulait dans son acronyme, c'est de dire que GNU, la licence qu'il introduisait, n'était pas les licences Unix. Donc, je ne me souviens plus le terme anglais exact qu'il utilisait. En gros, ça veut dire GNU is not Unix. Donc, GNU, et ne pas confondre GNU avec Unix. Et exprimé en anglais, ça donnait une définition récurrente. C'est un peu pointu, je pense qu'il ne faut pas insister. Ce qui est important, vous le gardez tel que mot, c'est un mot comme un autre. Je préfère qu'on le garde tel qu'il est. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il garantit les 4 libertés et les copyleft. Et sur le plan technique, si vous voulez rentrer dans ces questions de jeu de mots anglais, c'est compliqué. Par exemple, en français, on a pris le terme anglais copyright, le droit de copie, et donc, par opposition au copyright, Richard Stallman a défini la notion de copyleft. Et left, il joue à 2 niveaux, l'opposition entre left et right. Copyleft, left, on reste, jeu de mots, left, c'est laisser, donc la copie va rester copie. Et copyleft, c'est gauche aussi. Left veut dire 2 choses en anglais. Et dans le copyleft, Richard Stallman joue sur les 2 sens du mot. Left, ça veut dire demeurer, rester. Et left veut dire gauche. Et il le traduit en français, par gauche. Le droit de copie. Bon. Alors, dans le copyleft, non seulement vous avez le droit de copier, mais à partir du moment où vous mettez cette licence, vous êtes sûr qu'il va rester copiable. Donc, left veut dire à ce niveau-là rester, il va demeurer copiable pour les générations, dans la mesure où chaque intervenant doit restituer l'outil de base plus ses modifications en gardant il n'a pas le droit de s'approprier, autrement dit. Contrairement, alors c'est le gros problème des logiciels ouverts. Un exemple, les machines Apple sont connues pour être de bonnes machines au point de vue logiciel. Ce n'est pas ça qui est en cause. Le problème de machines Apple, c'est qu'elles ont été construites à partir d'un Unix qui n'était pas protégé par ce type de licence. Donc, Apple, en toute légalité, a eu le droit de s'approprier l'Unix en question. Il n'y avait aucune difficulté d'en faire un logiciel propriétaire. Et du coup, l'Unix amélioré par Apple, et indéniablement il l'a amélioré, il n'est pas libre, personne ne peut le réutiliser, sinon il risque de voir arriver un jour un juge chez soi, une perquisition chez soi, pour avoir détourné un logiciel qui était devenu propriétaire. Donc, parce que l'Unix qu'a pris Apple, à juste titre, lui permettait de le faire, il l'a fait en toute légalité, il l'a amélioré indéniablement, et c'est devenu un logiciel propriétaire. C'est ce qui est le plus grave pour ceux qui ont passé leur vie à développer un logiciel libre que d'apprendre qu'ultérieurement, qu'ils pensaient être libres, que d'apprendre qu'ultérieurement, ce qu'ils avaient fait a été détourné de sa vocation, ne fait plus partie des biens communs, mais fait partie d'un bien privé et qu'il est vendu, alors que lui-même n'aura sans doute aucune redevance. Donc c'est des questions importantes et très pratiques. Les machines Apple sont construites sur des logiciels ouverts. Donc faites attention
toutes les publicités des grandes sociétés, elles disent toutes, nous faisons du logiciel ouvert, nous encourageons le logiciel ouvert, c'est leur intérêt, sachant qu'à partir du moment où le logiciel ouvert devient négociable et commerciable, elles ne se prévoiront pas de le fermer et de commercialiser. Et tous ceux qui ont participé au développement ne pourront plus l'utiliser, pour l'utiliser dans la version originale, ne pourront plus en faire de produits dérivés. Le logiciel aura été détourné de sa vocation. Donc c'est important, c'est la différence des biens communs et des biens communs immatériels qui est sous-jacent. Faire attention du mot, à propos du mot ouvert. Alors, nous en avions vu dans la page précédente ce qui concernait les logiciels. C'était un peu pointu. On va aller maintenant vers des choses qui vous concernent peut-être plus dans la vie courante. Il y a pour tout ce qui concerne donc les documents, les photos, pratiquement tout ce que vous mettez, vous prenez avec votre téléphone, les photos que vous prenez avec votre téléphone, les documents que vous écrivez, les notes que vous prenez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, les images que vous traitez sur votre ordinateur, vous pouvez voir les conserver. Et ce sont des documents, ce ne sont pas des logiciels. Ce sont des documents qui peuvent être protégés par les Creative Commons. Il y a d'autres types de licences, je ne prends que celles qui sont les plus courantes. Donc les Creative Commons, l'intérêt des Creative Commons, c'est qu'il y a eu un effort aussi d'homogénéisation sur le plan international. Les Creative Commons, c'est un ensemble de juristes sur plusieurs continents, en particulier sur le continent américain et le continent européen, mais aussi sur le continent asiatique. C'est un ensemble de juristes qui ont essayé de tenir compte des lois internationales, donc les lois des... alors pour l'Europe, maintenant, c'est relativement bien homogénéisé. Pour les États-Unis, c'est parfaitement homogénéisé. La Chine, alors ils sont très ambigus vis-à-vis de tout ce qui est protection, mais enfin bon, théoriquement, il y a une partie qui est bien homogénéisée. Donc les Creative Commons ont été faites de façon à ce qu'elles soient applicables dans la plupart des pays où les questions de droit se posent. Il y a des pays qui n'appliquent pas, n'ont pas de propriété intellectuelle, donc le problème ne se pose plus. Mais tous les pays qui ont une propriété intellectuelle, les Creative Commons sont adaptés. Ce que vous avez ici, c'est le tableau qui s'applique à l'Europe, sachant que pour les États-Unis, il y a 2 fois plus de lignes, parce que les États-Unis admettent le principe qu'on ne remercie pas l'auteur. C'est une question qui s'est longuement posée, y compris en Europe. Faut-il ou non imposer, en quelque sorte, la citation auprès des auteurs antérieurs? Est-ce qu'un auteur peut renoncer à son droit d'auteur? En droit français, un auteur ne peut pas renoncer à son droit d'auteur, sauf cas particulier. Un pamphlet écrit, par exemple, lorsqu'il était jeune, il se rend compte qu'il a été beaucoup trop loin dans son pamphlet, et à ce moment-là, il peut renoncer, mais c'est des cas extrêmement rares. C'est une protection qui avait été faite en faveur des auteurs, de façon à ce que les éditeurs ne leur disent pas « Oh, votre article est un peu moyen, je veux bien le publier, mais à condition que vous refusiez vos droits d'auteur, donc vous ne recevrez pas de redevances, vous aurez la gloire, mais pas les redevances. » C'était des pressions possibles. Donc pour éviter ce genre de pression, l'auteur doit a toujours les droits patrimoniaux et moraux, c'est-à-dire qu'il doit avoir une redevance raisonnable et être reconnu ultérieurement. Donc c'est le fameux bail qui apparaît, qui veut dire, dans tous les cas, les Creative Commons, on sait quels sont les auteurs, et quand il s'agit d'une Wikipédia où il y a des centaines d'auteurs pour un article, on ne les voit pas apparaître, heureusement, sur la page, mais on peut les retrouver. Ils sont tous retrouvables. Il y a une deuxième colonne, donc la colonne bail est toujours en droit européen, est toujours signalée. La deuxième colonne, est-ce que vous souhaitez que votre œuvre soit commercialisée ou non commercialisée? Alors, on verra pourquoi. Dans certains cas, on peut le souhaiter, dans d'autres cas, on ne le souhaite pas. Ensuite, troisième colonne, il y a 3 cas possibles. Soit vous souhaitez que vos documents soient disposés à l'identique, sans aucune modification, soit qu'ils soient éventuellement modifiés, ou soit que vous n'avez aucun souhait particulier, c'est à la volonté des utilisateurs ultérieurs. Alors on va prendre des cas particuliers. La première ligne où on ne doit que reconnaître la paternité, j'ai trouvé essentiellement le projet LPC, qui est un projet un peu ancien, on ne va pas y rester. Par contre, la deuxième ligne est intéressante, c'est la ligne de Wikipédia. Dans Wikipédia, vous verrez toujours ce qui apparaît dans ce logo,
Et l'exposé que je fais est dans les mêmes conditions. Donc, tout simplement parce que j'utilise beaucoup Wikipédia, donc je reste dans son cadre logique, c'est normal. C'est des Creative Commons, protégés par Creative Commons. By, on doit toujours signaler les auteurs, et les auteurs doivent signaler les auteurs antérieurs, etc. Et on met en share alike, ici, ça veut dire on autorise toute modification. Autrement dit, l'exposé que je présente, vous trouvez qu'il y a un certain nombre de figures qui ne sont pas appropriées, vous avez le droit de les remplacer par d'autres et d'en faire un exposé dérivé en toute légalité. C'est la même chose au niveau de Wikipédia, vous avez le droit de modifier des articles de Wikipédia. Si vous les republiez dans Wikipédia, il faudra bien sûr voir s'il y a un consensus sur les modifications que vous avez apportées. Donc, les combinaisons droit d'auteur plus donc diffusion à l'égalité, share alike, c'est typiquement pour la culture, Wikipédia étant l'exemple le plus simple. Pourquoi Wikipédia admet qu'on puisse commercialiser? Vous avez entièrement le droit de commercialiser un article extrait de Wikipédia. C'est l'exemple typique, c'est votre ville, le syndicat d'initiative veut publier une petite brochure sur la ville. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde au niveau de la mairie, donc on va prendre les articles de Wikipédia et d'autres articles équivalents, on va en faire une petite brochure. Cette brochure, vous avez le droit de la vendre. La commune ne va sans doute pas gagner beaucoup d'argent, mais au moins elle pourra rembourser les frais d'impression, les frais éventuellement de correction, etc. Ça, vous avez donc le droit de prendre des articles de Wikipédia, d'en faire des extraits et de les vendre à condition de signaler que vous les avez extraits de Wikipédia. Ou d'autres organismes. Donc tout ça, ça a été réfléchi pour des applications pratiques. Lorsqu'il s'agit de publications scientifiques, vous devez citer les auteurs, je dis scientifiques au sens général, publications intellectuelles, dans quelque domaine que ce soit. En histoire, par exemple, vous citez un auteur, vous devez citer son nom et reproduire ses textes à l'identique, quitte à rajouter par la suite des commentaires, éventuellement des critiques très acerbes, ça vous avez le droit, mais la partie que vous citez doit être intégralement celle qui a été publiée par l'auteur. C'est le droit de citation, ce n'est pas une citation partielle, vous avez le droit de citer 40 pages, si vous voulez, de l'auteur en question, si l'auteur avait choisi cette voie de diffusion. Là, je n'ai pas trouvé d'exemple. Alors ça concerne les familles. Dans les familles, on fait beaucoup de photos, et ça avec les appareils, les téléphones, etc., on fait plus de photos qu'on ne peut regarder. Donc les photos s'accumulent, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est important que vous décidiez ce que peut faire. Dans notre famille, on a décidé ce qu'on allait faire, et le droit de faire ou pas faire avec les photos de famille. Sachant qu'une photo de famille, normalement, vous souhaitez qu'elle soit diffusée dans toute la famille, vous ne souhaitez pas que des gens en fassent le commerce. Bon, on a vu des publicités, fameux bébés, etc., qui servaient de support publicitaire. Quand le bébé devient un homme politique, c'est peut-être un petit peu gênant de savoir qu'il a été à un moment donné un support publicitaire qui a permis, bon, si ça a permis de payer ses études, pourquoi pas. Mais bon, normalement, les photos de famille ne doivent pas être monnayées, donc elles sont non commercialisables. Et elles doivent être transmises en égalité. Je parle de photos de famille, mais ça peut être aussi des photos politiques. Normalement, quand un gouvernement a été formé, on fait une photo du gouvernement. C'est un peu gênant de voir que quelques années plus tard, la photo attribuée à la même année, il y a des zones d'ombre. Des personnes qui étaient présentes 3 ans auparavant ne sont plus sur la photo qui est censée être 3 ans auparavant. Ça arrive dans certains régimes. On adapte la photo, tout en la présentant comme une photo ancienne, aux besoins de la cause. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Dans une photo de famille, ça peut arriver, normalement. Toutes les personnes doivent être représentées, quitte à prévoir éventuellement un petit encart pour mettre les photos de ceux qui, le jour-là, n'étaient pas présents. Ça veut dire qu'ils trouvent que les photos, ils effacent certains... Pardon ? Ils effacent certains portraits, c'est ça ? C'est les photos, les portraits, les photos de famille, ça peut être tout document familial, donc vous pouvez décider de les mettre... Ça, c'est un accord... Ah, une photo politique. Alors, généralement, une photo politique, c'est une photo publique. Je ne parle pas
lorsqu'il s'agit d'une réunion du bureau d'une association politique à huis clos, et ça peut arriver, pour juger tel ou tel cas, l'association politique décide ce qu'elle fait. Mais si c'est une photo publique lors d'une campagne électorale, c'est un document public, et on n'a pas à modifier et supprimer éventuellement un candidat qui était à un moment donné sur la photo, et republier la même photo avec des flous, ça ne se fait pas normalement. Et c'est pas logique. L'histoire, c'est l'histoire, on la prend, on l'assume. Photo de paysage, par contre, dans une photo de paysage que vous avez prise avec le même appareil, vous pouvez décider que cette photo peut être intéressante, peut intéresser d'autres personnes, qui peuvent en faire une carte postale. Et par contre, vous ne souhaitez pas que la carte postale en question, donc ça ne sera pas une carte postale, ça sera juste un souvenir, puisse être vendue. Donc vous pouvez la mettre sur cette licence. Donc vous voyez, là, c'est ces documents qui peuvent vous concerner. N'hésitez pas à voir ceux que vous avez produits. Bon, c'est vous-même qui décidez. Si c'est une photo commune au niveau familial, de décider le type de distribution à long terme. Il vaut mieux le décider plus tôt possible pour éviter éventuellement des petites querelles de famille ultérieures. Ou je dis famille, ça peut être aussi associatif. Oui. Le logo, là, je ne comprends pas très bien ce logo d'un C à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Attendez, où est-ce qu'il celui-ci? Là. Ah oui. Alors, pourquoi il est à l'envers? Alors ça, c'est à l'envers. Non, pour nous, c'est un rond-point. Mais pour les Anglais, effectivement, il est à l'envers. Ça ressemble au copyright. C'est un jeu de mots avec, enfin là aussi un jeu de forme, le copyright, et ça veut dire qu'on a le droit de circuler, on partage. Donc on reste toujours dans la même, on ne quitte pas la licence, on modifie et on reste. Bon, ils ont décidé que il fallait trouver un logo, et donc si on le lit, c'est share alike, donc partager à l'identique. Sinon, ils ont choisi ce logo. Ça ressemble un petit peu au copyright, effectivement, mais ça fait partie du droit de copie. Tourner vers la gauche. Alors là, pour nous, c'est le sens giratoire normal. Pour les Anglais, effectivement, pourquoi ils ont choisi ce sens-là? Là aussi, il y a peut-être... Bon, il n'y a pas Richard Stallman derrière, parce que s'il y avait Richard Stallman, on est sûr qu'il y aurait eu une astuce. C'est un comité, je ne suis pas sûr ils ont bien réfléchi. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est que visuellement, de loin, on le distingue d'un C. Parce que normalement, le C, c'est le copyright, c'est la règle internationale du copyright. Donc ils voulaient l'extrémité de la flèche. Moi, d'ici, je ne vois pas très bien l'extrémité de la flèche. Mais je vois que ce n'est pas un C, que c'est un C inversé. Donc je pense que c'était une motivation de choisir un logo suffisamment distinctif, parce que quand il est imprimé, comme on le voit ici, il est en général en bas de page. Regardez sur Wikipédia, en bas de page, c'est tout petit. Donc s'il est ouvert sur la gauche, on verra bien que c'est différent s'il est ouvert sur la droite. S'il est ouvert sur la droite, c'est un C d'un copyright. S'il est ouvert sur la gauche, c'est pour le distinguer. Alors, c'est pas le copyleft, c'est une sorte de copyleft, mais c'est pas celui de... Ici, on est dans la culture, on n'est pas dans le logiciel libre où il y a le copyleft. Mais c'est très proche comme idée. Et c'est copyleft dans la mesure où ça doit rester sous la même licence. Et par contre, vous avez le droit de le modifier. Bon. Alors, on va peut-être un peu accélérer. Pourquoi je suis là ? Voilà. Alors, on a vu successivement les logiciels libres, la culture libre, et là, on arrive au matériel libre. Il existe du matériel libre. Vous avez ici une carte, justement, celle qui est présentée là-bas, c'est une carte type Arduino, c'est en licence libre. L'ingénieur italien qui a développé cette carte a voulu que cette carte puisse être diffusée le plus largement possible. Donc il a renoncé à ses droits patrimoniaux, donc il a renoncé à recevoir de l'argent. Il faut le féliciter, tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Et donc, parce qu'il pensait qu'il était important que ce type de carte soit diffusé le plus largement possible, en particulier pour l'enseignement, et c'est le cas actuellement. Par contre, le matériel est payant. Ça, il y a aucune... De toute façon, tout matériel est forcément payant. Mais les plans sont gratuits et l'auteur ne reçoit aucune redevance sur ces plans-là. Il a reçu la gloire, et tout le monde le félicite,
C'est pas avec ça qu'il aura une très belle retraite, peut-être. On peut espérer qu'il a d'autres sources de revenus et qu'il a eu quelques brevets ou quelques autres sources de revenus. Parce qu'effectivement, il y a des limites. Pardon. Arduino, je pense que c'est le nom de... Je ne sais plus, je me souviens plus. Bon, je pense que c'est un nom de marque, mais... Parce que il y a des noms de marque, même dans le livre. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine du mot. Bon, il faut aller voir sur Wikipédia ou ailleurs. C'est une bonne question. Mais... Alors, ensuite, il y a aussi les livres libres, mais non gratuits. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, un livre ne sera jamais gratuit. Pour écrire ça, c'est un livre libre. De loin, vous ne pouvez pas savoir qu'il est libre. Pour le savoir, il faut regarder donc, au bas des pages et vous voyez les logos de Wikipédia. Donc, il y a en Creative Commons, il y a le CC qui apparaît. Ensuite, il y a le petit bonhomme. Donc, on doit remercier tous les auteurs, les citer. Et ensuite, il y a la flèche, ce fameux C à l'envers, qui veut dire, donc, sens gératoire, pour simplifier, ça veut dire que les personnes ont le droit de le modifier. Conclusion, lorsque les anglophones ont voulu, il se trouvait que la première édition était francophone, lorsque les anglophones ont voulu donc compléter, traduire, etc., ils ont d'abord fait appel aux auteurs français, donc ça a été une copublication. Là, il y a une dizaine de co-auteurs, et dans la nouvelle version anglophone, il y a une quinzaine de co-auteurs. Donc, tous les auteurs initiaux francophones ont été cités sur le livre lui-même, et ils ont rajouté tous les anglophones qui avaient participé à la traduction, et ils ont rajouté aussi beaucoup de choses. Donc, le livre anglais est arrivé plus tard, mais il est dans la logique. Donc, le livre anglais lui-même est aussi libre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? C'est un peu pointu, donc si vous voulez vous endormir rapidement, je vous le conseille. C'est pointu, mais donc ça a un intérêt pour le sommeil, mais aussi un autre intérêt pour ceux qui sont dans le domaine. Ça apporte beaucoup d'informations. Ces informations, vous pouvez les avoir gratuitement. Vous allez sur le site internet, et vous téléchargez. Et le PDF est disponible, vous avez l'ensemble du PDF. C'est un PDF intelligent, c'est-à-dire vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Donc c'est plus facile en fait de travailler sur le PDF que sur le livre si vous voulez rechercher, savoir quels endroits on parle de la théorie des graphes, quelque chose d'assez pointu, ou savoir où on parle d'arithmétique ou d'autres domaines des mathématiques. C'est un livre pour les mathématiciens. Donc c'est l'exemple même de livre libre. Les auteurs ont renoncé à leur redevance. C'était en gros des universitaires. Ils considéraient, bon, ils auraient aimé bien sûr avoir plus de salaire, mais bon, ils considéraient qu'ils avaient quand même un salaire, mettons, raisonnable et des possibilités de retraite. Donc, ce n'est pas parmi les personnes... Donc, ils ont accepté, contrairement à d'autres universitaires, de renoncer à leurs droits donc, patrimoniaux. Donc, ils ne reçoivent pas d'argent sur ce qui réduit le coût du livre. L'éditeur aussi, justement, c'était des difficultés. Au début, les éditeurs ne voulaient pas ce type de livre. Pour eux, les éditeurs, ça leur paraît une concurrence déloyale. Mais ils sont en train de changer d'avis petit à petit, et parce que, bon, ils se rendent compte qu'avec la concurrence d'un certain nombre de livres libres, en particulier lorsqu'il s'agit de livres libres de qualité, il faut qu'ils fassent attention pour l'avenir de la publication par livre. Le livre va rester, peut-être parce que je suis d'une ancienne génération, j'aime bien avoir le livre en plus du PDF, je joue sur les deux. Mais d'autres personnes, en particulier plus jeunes, ne travaillent qu'avec les PDF. En général, en cachette, ils impriment quand même quelques pages dont ils ont besoin. Mais parce que, ne serait-ce que pour une question de fatigue oculaire, il vaut mieux avoir une page imprimée qu'une page sur... Et puis la page imprimée, vous pouvez l'emporter dans les transports en commun plus facilement que Internet, que vous n'aurez peut-être pas toujours. Donc la page imprimée a aussi son intérêt. Alors il y a des compromis. Donc vous verrez, il y a un certain nombre d'autres livres qui sont dans le même style. Et donc il y a des nouvelles approches qui se font parce que les éditeurs... Un exemple, ce livre, normalement, les éditeurs francophones souhaitaient passer par une maison d'édition française. Donc ils ont contacté plusieurs maisons d'édition. Elles ont toutes refusé de publier le livre. Donc ils ont été obligés de passer par une maison de publication. La pire de toutes, mais c'est celle qui est passée, et en plus à des prix raisonnables. En fait, le livre qui est là est publié
et imprimé à la demande en petite quantité sur des imprimantes ultra rapides. Et moyennant quoi, le coût d'un livre comme ceci, c'est 12 euros. Donc ils arrivent, avec les technologies modernes, à être beaucoup moins, et à travailler en flux tendu, à être beaucoup plus efficaces que les éditeurs classiques. Donc les éditeurs classiques commencent à se poser des questions. Est-ce que le modèle classique va continuer ? Personnellement, je pense que le livre a encore de l'avenir, mais qu'il faut peut-être qu'il évolue. Alors, une des évolutions actuelles, et il y a un livre comme ceci qui est quelque part par là, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire, vous avez le livre lui-même, vous avez le PDF éventuellement, pas toujours, et vous avez aussi des plus. Et c'est le cas, par exemple, d'un des livres qui est cité là, mais ce n'est pas le seul, sur lequel vous achetez le livre, et vous pouvez ensuite aller sur le site de l'éditeur et télécharger. Et les exemples sont c'est un livre d'informatique. Les exemples sont tous avec la licence GPL. Alors, typiquement, pour un enseignant, c'est idéal parce qu'il va pouvoir télécharger, il a acheté le livre parce qu'il en aura besoin, télécharger les vingtaines d'exercices dont il aura besoin pour ses élèves ou étudiants. Ensuite, les donner à l'élève en toute légalité. Donc, il va faire 40 copies. Et ça, en toute légalité, il a le droit de le faire, puisque les exercices sont du GPL. Il n'a pas le droit de faire de photocopie de livres, mais il a le droit de faire des copies. Et c'est ce qu'il demande, en fait. Il souhaite avoir un nombre suffisant d'exercices à faire à ses élèves pour être sûr que ses élèves comprennent ce qu'ils font. Donc là, je crois que ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, l'un des co-auteurs du livre en question, Monsieur Conan, est connu d'une part pour être un excellent pédagogue et d'autre part un pilier du livre. Donc il a voulu aller jusqu'au bout et tout en passant, se rendre compte qu'il avait besoin d'un livre, il a tenu à ce que ses étudiants et ceux de ses collègues puissent accéder à des documents qu'ils puissent modifier, donc des documents libres. Donc il y a des compromis qui se mettent en place, sachant que ce n'est pas trop compliqué parce que tout ce que je vous ai décrit, c'est dans le cadre légal du droit d'auteur. Donc il n'y a pas de rupture juridique. C'est uniquement une question d'interprétation des lois des droits d'auteur. Et tant que les droits d'auteur sont conservés, toutes ces combinaisons sont possibles. Le tout, c'est d'être cohérent. Pour rester dans le concret, donc vous aviez vu tout à l'heure le fameux GNU. Ça, c'est le GNU de Richard Stallman. Donc c'est lui qui représente les droits de copie les plus sûrs concernant donc, les logiciels libres. Donc ça, c'est celui qui défend les logiciels libres. Il n'attaque pas, mais il sait se défendre. Et puis ça, il est bien gentil, il est très mignon, c'est Linux. Alors Linux, d'où vient le mot Linux? C'est un raccourci. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelait Linus Torvalds, qui était donc finlandais, d'origine suédoise, mais finlandais, et qui, donc, comme tout étudiant, un étudiant en informatique, avait besoin de faire des exercices, et comme exercice, il s'est dit, il y a Unix qui existe depuis longtemps, on a de plus en plus des micro-ordinateurs, parce qu'à l'époque c'était encore des mini-ordinateurs, et les micro-ordinateurs apparaissaient, ça serait intéressant de pouvoir mettre sur micro-ordinateur un Unix. Il y a déjà des versions allégées d'Unix qui existent. Et puis, entre-temps, il a appris l'existence de tout le travail que faisait Richard Stallman de son côté, tout ce qui avait été développé avec nous. Donc, il a fait la synthèse du tout et il a réussi à mettre en place un projet d'Unix simplifié qu'il a appelé Linux pour combiner son prénom d'un côté et d'autre part Unix. Mais il y avait d'autres tentatives au moment, il y en a même beaucoup. En général, quand il y a une découverte, il y a beaucoup de découvertes parallèles. Il y en a une qui arrive plus tôt que les autres ou qui est plus connue par la suite. Bon, indéniablement, c'est Linus Torvalds est le premier qui a su donc combiner toute une méthodologie et toute une structure juridique mise en place par Richard Stallman et aussi toute une structure informatique avec Unix qui déjà préexistait. Et ça a été le début de Linux. Et là aussi, le choix de l'animal favori, le pingouin. Alors juste pour information,
quand, il y a fort longtemps, ma petite fille aînée s'était rendue compte que j'avais un doudou, du coup on a pu discuter d'égal à égal, on avait chacun notre doudou, et elle comprenait très bien l'importance du doudou. Donc ça, c'est le doudou de tous les informaticiens linuxiens, c'est bien connu. Alors, parmi vous, qui n'a jamais utilisé de téléphone Android? Bien. Donc, j'imagine que les autres ont eu à un moment ou à un autre l'occasion d'utiliser un téléphone Android. Bon, ben, je vous félicite, vous avez tous fait du Linux. C'est très bien. Donc, vous voyez, Linux, c'est pas si compliqué que ça. Le problème de Linux, pour qu'il soit utilisable, il faut qu'il soit bien enveloppé. C'est comme, il faut un beau paquet cadeau. Donc ça, c'est une présentation de Linux tel qu'il apparaît au niveau des machines Android, et en particulier au niveau de cette machine. Ça, c'est un téléphone libre, et donc il utilise Android, mais il s'est séparé de Google. Donc, dans le document que vous avez, qui est extrait, donc présenté sur le site du téléphone donc Fairphone, à gauche, vous avez des lignes bleues. Ici, vous avez les lignes rouges. Ça, ce sont les forces du mal. Et ça, c'est les forces du bien. Donc, tout ça, c'est discutable. On pourra discuter ensuite. Le bien et le mal, ça se discute. Bon, donc là, c'est ce qu'on appelle du libre. Il y a, disons, donc la société Fairphone a fait le maximum pour libérer à ce niveau-là. Cette partie-là, une partie qu'il n'y avait pas à libérer, c'était Linux. Linux, ce noyau Linux, en toute légalité, Android, enfin plutôt la société Google, avait le droit de l'incorporer, à condition de signaler que c'était un noyau Linux et à condition de redistribuer le code. Donc là, contrairement à ce qu'avait fait Apple en toute légalité, Apple pouvait cacher le code dans la mesure où la licence n'était pas une licence copyleft. La licence de Linux étant une licence copyleft, donc tout le noyau là est libre. Donc ce qui est vert est libre. La partie Android est aussi libre. Donc ce qui est vert, c'est entièrement libre. Il y a les forces du mal, si on peut dire, le noir. Ça, c'est le problème à ce niveau-là, c'est la communication avec l'extérieur. Au niveau de la communication avec votre GPS, au niveau de la communication avec les réseaux, vous aurez toute une série de matériels. Et pour faire piloter les matériels, il y aura ce qu'on appelle des pilotes. Et ces pilotes-là, les fabricants du matériel ne les précisent pas. Donc là, on ne sait jamais bien ce qui se passe. Les spécialistes peuvent faire ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, essayer de faire des tests, mais ça, il faut vraiment être très spécialiste pour se rendre compte s'il n'y a pas de failles de sécurité à ce niveau-là. Mais il y a un problème. La seule façon de contourner le problème, ce serait que la société puisse fabriquer elle-même donc son pilote de GPS, son pilote de réseau, etc. C'est très très compliqué et ça ne serait pas rentable, malheureusement actuellement. Ce qui est là, ce vert sombre, en gros, on sait à peu près ce que c'est a priori, il n'y a pas de problème de failles de sécurité à ce niveau-là. Là, les failles de sécurité sont connues. Google vit de vos données. Donc, en plus, beaucoup de personnes sont très contentes de vendre leur famille à Google, moyennant quelques réductions sur tel ou tel appareil. Donc, Google ne fait que satisfaire les clients en prenant les données que les clients veulent bien donner, et puis ensuite en faisant ce qu'ils veulent. Et c'est de toute façon, ils ont averti l'utilisateur que les données allaient servir à autre chose, et donc tout se passe très bien. Et juridiquement, ils sont assez tranquilles. Plaît-il ? Alors, c'est pas reçu, parce que si vous avez utilisé un produit Google, normalement, il vous propose donc un mode d'utilisation, il vous signale tout ce qu'ils ont le droit de faire. Comme ça prend en général c'est des dizaines de pages, comme en général le service on en a besoin dans les 10 minutes, on passe tout de suite à la fin, on donne son accord et c'est fait. Et on a signé, donc on a signé un accord. On a signé l'accord qu'on a le droit de vous tuer. On ne s'est pas rendu compte qu'on avait le droit de vous tuer, on n'avait pas le temps, et donc c'est fait. Donc c'est le problème. Alors en général, ce n'est pas si grave que ça, heureusement, mais ça, par contre, ça prend beaucoup de choses chez vous.
Donc, dès que vous passez par ce genre de service gratuit, mais ce n'est pas spécifique de Google, ils sont tous dans le même sac. Tous ceux qui vous demandent de signer une décharge, en fait, ils prennent énormément de droits et ils ne vous garantissent rien en échange. Par contre, ils vous apportent souvent des services intéressants et rapides. C'est souvent efficace, donc beaucoup de gens sont contents de bénéficier des services. Alors, ce que propose dans le cas de Fairphone, mais c'est vrai aussi, il y a d'autres variantes d'Android libre, c'est de supprimer toute la partie rouge qui est vraiment très critique et la plus indiscrète, et de la remplacer par des outils certifiés dont on a les sources et on sait ce qu'ils font. Chaque chose ne fait qu'une seule application. Alors ça, c'est l'idéal. Vous avez d'autres solutions, je vous le signale, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Si vous avez des machines Android, n'hésitez pas, il y a un site spécial qui vous permet de charger des applications libres qui, elles, sont les plus discrètes possibles et ne font que ce que vous voulez. Bien sûr, si vous voulez être sur une carte, et il va falloir accepter la géolocalisation. Mais si vous utilisez votre téléphone uniquement en tant que lampe de poche, ce n'est pas à peine d'être géolocalisé. Donc, mais malheureusement, beaucoup d'outils vendus pour ou proposés comme amélioration de la lampe de poche vous géolocalisent. Ça peut être utile si vous retrouvez, si vous êtes un peu Alzheimer, peut-être que je vais y songer, mais pour faire partie des choses, pour votre famille, ça peut être utile. Pour vous, ça peut être utile, mais ne le faites que si vous en avez réellement besoin. Alors, on est rentré dans Linux. Alors, je reviens juste. Il va y avoir 3 niveaux de distribution. Donc, je vais juste les résumer sur le graphique qui est là. Les 3 niveaux qu'on va voir apparaissent déjà ici. Il y a le niveau de base, la machine Linux. Donc, c'est le système de base Linux qui fait fonctionner l'ensemble de la machine. Mais c'est très technique, donc vous ne souhaitez pas être à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va pouvoir gérer l'écran. Et ça, c'est important que vous ayez un écran le plus convivial possible. C'est important que vous ayez un clavier adapté à vos besoins, éventuellement des claviers spécifiques pour tel ou tel problème. Et donc, il faudra le gérer. Vous avez d'autres périphériques, vous voulez, quand vous le souhaitez, vous voulez avoir accès au GPS, pas toujours, mais quand vous en avez réellement besoin, vous pouvez, bien sûr, un téléphone c'est fait pour communiquer, donc vous aurez besoin de la 4G, mais vous pouvez éventuellement supprimer la 4G si vous voulez être plus discret, etc. Donc il y a toute une couche qui est ici, qu'on va retrouver au niveau des machines Linux. Et puis il y a toutes les applications aussi que vous allez retrouver aux machines, au niveau d'un ordinateur. J'ai mis ce schéma parce que c'est un schéma pour vous rassurer, puisque majoritairement, vous avez déjà utilisé Android. Au niveau d'un ordinateur, on retrouve un peu le même schéma. Donc, au niveau d'un ordinateur, vous allez avoir, au niveau supérieur, les fameuses applications. Donc, vous aurez des applications pour vos traitements de texte, pour courrier électronique, éventuellement pour les Google Maps, mais il ne faut pas le regarder. Mais par contre, OpenStreetMap, ça c'est mieux, etc., etc. Vous allez avoir un environnement, une interface. Alors là aussi, c'est très spécifique. Il y a des gens qui aiment tel type de fenêtre. Ça dépend aussi de leur expérience antérieure. Donc, il y a plusieurs façons de présenter la même chose. Donc, c'est une question de style, une question aussi de vitesse d'affichage. Donc, vous avez le choix entre différents systèmes d'affichage. Donc, c'est l'interface entre l'homme et, ou la femme, bien sûr, l'humain d'un côté et l'ordinateur. Et puis, au cœur de l'ordinateur, comme on l'a vu précédemment, de même que dans la machine Android, vous avez un noyau. Le noyau, c'est là où il y a Linux, qui va donc faire l'essentiel du travail. Alors, une distribution, le mot distribution est utilisé de façon souvent un peu anarchique. Donc, selon le cas, une distribution peut indiquer uniquement la nature du noyau. Par exemple, on va dire une distribution Ubuntu ou une distribution Debian. On insiste, ça c'est plutôt l'informaticien. Il insiste sur le cœur, la partie qu'il maîtrise, la partie qui pour lui est le plus importante. L'utilisateur s'intéressera plutôt à l'approche visuelle, donc l'environnement, ce qu'il va voir. L'environnement, donc, il y a des environnements qu'on dit légers, XFCE qui fait partie des environnements légers. Il y a des environnements du type KDE qui ressemblent plus, et c'était important, aux anciens environnements Windows, donc c'était important dans le temps de les proposer de façon à ce que l'utilisateur sache qu'il faut toujours cliquer
comme dans les anciens systèmes Windows ici, et même d'ailleurs les nouveaux systèmes sont revenus à la même idée. Donc il ne faut pas changer les réflexes d'utilisateur. On va cliquer ici. Dans XFCE, on va cliquer là. Dans GNOME, on va cliquer là. Donc, bon, ça, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on est habitué, c'est comme une voiture. Si on conduit la conduite à gauche, la conduite à droite, quand on traverse la Manche, ça peut être important de ne pas trop changer. Bon, des problèmes d'environnement. Le moteur reste le même. Ensuite, il y a l'objectif de la distribution. Il y a donc, certaines distributions ne sont pas définies en fonction du moteur, ne sont pas définies en fonction de la carrosserie, elles sont définies en fonction de l'objectif. L'exemple typique, c'est Primtux, qui est une distribution orientée enseignement primaire et qui rassemble dans une seule distribution tous les outils dont peuvent avoir besoin les enseignants au niveau du primaire et d'ailleurs au niveau aussi du collège. Alors, ben c'est comme dans les familles, il y a des arbres généalogiques. Là, je n'ai pris, alors c'est le tableau complet et à peu près 5 fois plus grand. Je n'ai pris que la partie évolution d'Ubuntu, mais on pourrait regarder la même chose au niveau de l'évolution de Debian et l'évolution des principaux moteurs. Donc là-dedans, on voit qu'il y a eu énormément de bifurcation. Rassurez-vous. Donc ça veut dire que le monde du libre est un monde très actif, très dynamique, il y a beaucoup d'inventivité. Ensuite, il y a une question de sélection par le public. Et dans cette cinquantaine de variantes d'Ubuntu, en fait, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont réellement utilisées par une très grande majorité de personnes. Alors, ce que je dis pour Ubuntu, c'est vrai aussi pour tous les dérivés de Fedora ou d'autres systèmes de base. Donc, un système qui ressemble à un système vivant. Donc ça pourrait faire partie des discussions ultérieures. Le système du libre est un système extrêmement vivant, avec des évolutions rapides, des arrêts d'évolution, etc. Alors, Linux et superordinateur. Ah, superordinateur, ça c'est le domaine idéal pour Linux. Tous les 500 premiers ordinateurs les plus puissants du monde fonctionnent avec Linux. Ça, c'est important parce qu'avant, il fonctionnait avec différentes variantes d'Unix. Il y avait les variantes d'Unix, de Hewlett-Packard, etc. Bon, tout le monde s'est rendu compte que ce soit les clients. Les clients, ce sont quoi? Les agences de météo. Les grands groupes de recherche, par exemple ceux qui font des recherches sur le climat. Si on fait des recherches sur les climats, qu'on veut évaluer le climat sur des dizaines d'années ou rétrospectivement sur des millions d'années, il faut des outils extrêmement puissants. Donc c'est le rôle des superordinateurs. Les superordinateurs servent aussi pour les défenses nationales des différents pays. Donc c'est un monde où il y a beaucoup d'argent, les enjeux sont extrêmement importants. Donc il y a des clients qui ont beaucoup d'argent, essayent de faire des économies bien sûr, mais ont beaucoup d'argent et des besoins encore plus grands. Et puis, il y a des fournisseurs, ils ne sont pas très nombreux, ce sont aussi des grosses sociétés. En général, c'est l'association de repli de sociétés qui ont été brillantes dans leur temps, comme IBM, comme Bull, qui vendaient du matériel, vendaient des logiciels, et se sont repliés sur la vente de services, c'est beaucoup plus stable, et ils ont les moyens d'assurer et de garantir des services sur le long terme. Donc là, on est en présence d'un nombre limité de clients, un nombre limité de fournisseurs. On est dans un système relativement classique au niveau économique, stable, puisque les problèmes sont des problèmes à long terme qui n'évoluent pas en fonction de la mode. Et donc, il n'y avait pas lieu d'avoir une variété de systèmes de base Linux, sachant qu'il peut y avoir des variétés, bien sûr, au niveau des logiciels d'application. Linux et les réseaux. Là aussi, les réseaux, Linux est omniprésent dans les réseaux. Mais il n'y a pas que Linux. Mais Linux joue un rôle très important parce que la même chose, les grands opérateurs de réseau ne souhaitent pas diversifier leur parc. Et chaque fois qu'ils peuvent essayer de normaliser et en plus avoir des solutions stables, ils le font. Donc Linux a l'avantage d'être relativement neutre sur le plan politique et autres, économique et tout. Donc Linux est très bien placé à ce niveau-là. Donc ça, ce sont les points forts de Linux. Alors, maintenant, revenons à l'utilisateur que nous sommes tous. Donc, l'utilisateur, on a besoin d'un certain nombre de logiciels de base. Typiquement, on a besoin d'un navigateur.
L'un des plus connus, c'est Firefox. D'ailleurs, je vois bien quand je présente ces documents, presque tout le monde reconnaît le logo de Firefox. Celui de LibreOffice est un peu moins lisible, mais bon, on comprend que c'est un traitement de texte. Thunderbird est relativement bien connu. VLC est très connu, en particulier parmi les jeunes, enfin tous ceux qui utilisent le multimédia. Alors, je n'ai représenté que quelques-uns. La page d'accueil de la conférence, telle qu'elle avait été donc, sur le site de la conférence, présentait beaucoup plus d'autres logiciels orientés grand public. Donc, il y en a beaucoup. Il y avait en particulier sur la page d'accueil de la conférence, il y avait WordPress, et vous avez ici un représentant de WordPress qui va vous en parler tout à l'heure. Donc, comment on développe un logiciel libre type WordPress. Il y a les logiciels libres pour l'éducation. Alors, bon, j'ai été amené, là aussi, comme vous savez, je suis grand-père, donc j'ai été amené à m'intéresser à l'éducation. Donc, j'ai un peu regardé la question, et en plus, sur les stands que je présente, c'est une question qui m'est souvent posée. Donc, vous avez énormément de logiciels libres pour l'éducation. Juste, on va passer sur les images, ce sera plus simple. Vous avez, j'ai compris, à partir de 2 ans. Avant, c'était 3 ans, mais maintenant qu'il y a les tablettes, 2 ans, c'est possible. Il ne faut pas non plus forcer les enfants à jouer avec j'ai compris. Inversement, je peux vous rassurer qu'un enfant qui joue avec j'ai compris, au bout d'une demi-heure, comme il s'est bien concentré, il quitte. Contrairement, si vous le mettez devant la télévision, revenez 3 heures après, il est toujours dans la télévision. C'est deux approches différentes. Donc, si vous voulez uniquement l'aspect garderie, la télévision, c'est très bien. Si vous voulez que l'enfant améliore un petit peu ses capacités, j'ai compris, est préférable. Donc, Sugarizer, donc ça reprend un projet très ancien qui s'appelait OLPC, et retranscrit en termes techniques en HTML5, donc c'est utilisable sur n'importe quelle machine, sur téléphone mobile, sur tablette, sur ordinateur, etc. Et en réseau aussi. Vous avez Scratch. Alors Scratch, c'est l'apprentissage de l'information. L'informatique, ça c'est à partir de 10 ans. Il faut que l'enfant, c'est à partir du CP théoriquement, vaut mieux attendre 2 ou 3 ans après. Et des enfants un peu motivés, des enfants bien encadrés, ça peut aller assez loin. C'est le premier langage que l'on propose. Le grand avantage de ce langage, c'est que tout s'écrit en langue maternelle. Et j'avais été amené à présenter Scratch dans le cadre d'un congrès scientifique à des publics dont je ne maîtrisais pas la langue. Il y avait soit en vietnamien, soit en arabe. Je ne comprends ni l'un ni l'autre des 2 langages, mais comme je reconnais les logos, j'arrive un petit peu à me débrouiller pour des démonstrations très simples. Et de toute façon, le client, lui, est très content de voir que le logiciel, et pour ses enfants, les logiciels seront affichés dans la langue de l'enfant. Donc c'est le grand atout de Scratch, non seulement l'aspect visuel, mais aussi l'aspect multilingue, qui fait que c'est très facile d'y accéder, quelle que soit la langue. Et petit détail, si on est dans une langue comme l'hébreu ou l'arabe, cette figure qui va de gauche à droite, on voit il y a des espèces de crochets de gauche à droite, tout est renversé pour être dans la logique de la langue en question. Donc il y a eu des gros efforts d'adaptation. Alors ça, c'est un peu plus tard. Il y a énormément d'expériences physiques que l'on peut simuler par ces outils. PHET, ça voulait dire physique, PH voulait dire physique au début, maintenant ça concerne pratiquement toutes les disciplines scientifiques. En fait, c'était un prix Nobel, il y a une dizaine d'années, un prix Nobel de physique, qui s'était dit que ça serait bien d'utiliser au mieux l'informatique pour faire des modèles réalistes. Il y avait déjà eu des tentatives, mais ce n'était pas vraiment toujours très réaliste. Là, c'est piloté par des universités, et donc c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup à la fois sur l'aspect pédagogique et sur la qualité donc la modélisation sous-jacente. Et donc, il y a énormément d'applications disponibles. Là aussi, c'est un projet multilingue, c'est un projet en HTML5, donc utilisable sur n'importe quel type de machine, en particulier le téléphone et tablette. Alors, le logiciel pour la recherche, bon, ça c'est pointu, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si des personnes posent des questions par la suite. Alors, le modèle économique et contributif du logiciel libre, donc Julien, on va le proposer, il est développeur web, il contribue au logiciel libre, donc il est vraiment à même de vous parler de tous les détails. Alors,
Donc, les modèles économiques et contributifs du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est gratuit. C'est la première idée fausse qu'on peut entendre sur le logiciel libre. Alors pourquoi ? Si on se remémore les 4 libertés qu'on a vues tout à l'heure, il y a le droit d'utiliser. Le logiciel libre, oui, il est gratuit à son utilisation. Par contre, à produire, il a un coût. Ce coût n'est pas forcément financier, ça peut être du temps. C'est-à-dire comme toute chose qui doit nécessiter d'être produite, elle va avoir un coût technique et un coût de connaissance. Ensuite, ça va être aussi pour le maintenir, ce logiciel. Si c'est une solution en ligne, comme si je prends Wikipédia, pour être accessible, ils ont besoin de serveurs. C'est là où va être hébergées toutes les données de Wikipédia. Un serveur, ça consomme beaucoup d'électricité, beaucoup de clim, et ça demande aussi beaucoup de ressources pour être alimenté. Ce sont des ordinateurs comme vous pouvez avoir chez vous, sauf qu'ils en disposent de beaucoup plus. Surtout pour répondre à une demande mondiale. Donc le logiciel libre, il est gratuit à l'utilisation, mais le développeur derrière, les équipes qu'il peut y avoir, que ce soit les graphistes, les intégrateurs, tout ça c'est un ensemble de métiers où il va avoir un coût de production. Si je prends avec un logiciel que je connais bien, WordPress. WordPress, c'est un système de gestion de contenu sur Internet. Il est à peu près sur 30% du web, 30% des sites qui sont sur Internet de façon mondiale tournent sur WordPress. Donc c'est un système de gestion de contenu qui va nous permettre de créer des sites internet ou des applications, des e-commerce. WordPress est un logiciel libre, c'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser son code source, de l'utiliser, de le modifier. Jusque-là, pas de problème, ça rejoint les 4 libertés. WordPress, c'est quand même quelque chose de très populaire, et derrière, il y a une société qui s'appelle Automattic, que sur l'image, j'ai mis tout en haut. Ensuite, quand on voit en dessous, il y a .org et tout à côté, il y a un ensemble de services WordPress ou qui tournent autour de WordPress. Ce qu'on appelle le WordPress.org, c'est toute la communauté, donc des bénévoles, des gens comme vous et moi. Ça va du simple utilisateur à celui qui va créer des thèmes pour WordPress pour améliorer l'affichage graphique, ceux qui vont créer des extensions pour étendre les fonctionnalités du logiciel. Et ils travaillent de concert avec la société et tout le monde en retire un bénéfice. La communauté peut utiliser le logiciel gratuitement, la société derrière bénéficie de toutes les améliorations proposées par les utilisateurs. Automattic, c'est une société qui donc gagne beaucoup d'argent actuellement. Elle ne fait pas son argent avec WordPress directement vu que c'est un logiciel libre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour devoir gagner des sous et pour pouvoir nourrir ses équipes, qui sont, je crois, à peu près de 680 personnes en termes de salariat à travers le monde. Donc, ils vont créer du service parallèle autour de WordPress, c'est-à-dire qu'ils vont vendre de l'hébergement spécialisé pour leurs solutions. Donc, quand vous allez sur wordpress.com, il va vous proposer un hébergement de type gratuit, où vous aurez des fonctionnalités très limitées, où wordpress.com devra apparaître dans le nom de votre adresse. Par exemple, vous voulez créer un site qui s'appelle mes recettes de cuisine. Si vous le créez sur wordpress.com dans sa version gratuite, vous devrez l'appeler mes recettes de cuisine.wordpress.com. Une fois que vous basculez sur la formule payante, vous pouvez juste l'appeler mes recettes de cuisine.com. Vous pouvez faire disparaître un peu la paternité. Et WordPress gérera juste l'hébergement, la maintenance de votre site web. C'est aussi ça qu'il fait, de la maintenance, le support. Et après, il va avoir lui aussi créé tout un système de fonctionnalités, gratuites ou payantes, qui lui seront une source de revenus. Voilà comment marche un petit peu WordPress et la société Automattic. Donc tout un pan communautaire et tout un pan qui est commercial. Framasoft. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les services de cette association. Donc Framasoft, c'est une association française, loi 1901, qui fournit des services libres. Donc ils hébergent des services qui sont libres, qui sont utilisables gratuitement, et eux ont choisi la forme associative. Framasoft, donc, ils sont principalement utilisés dans toute la francophonie, mais aujourd'hui, Framasoft, c'est une grosse association qui est vraiment montée en charge, qui dispose de 8 salariés, donc qu'il faut payer et nourrir, 35 membres, donc ça peut être aussi bien des bénévoles. Et donc WordPress, pour survivre économiquement, a choisi le modèle du mécénat.
qui est celui soit populaire, donc des donateurs, comme vous et moi qui peuvent faire un don de façon ponctuelle ou plus ou moins régulier, ou le mécénat institutionnel, organisationnel, où des entreprises, des universités, des fondations vont pouvoir reverser de l'argent à Framasoft pour leur implication, leur participation, etc. On peut trouver tous les motifs après de financement. Framasoft, c'est une belle réussite française, comparée à d'autres logiciels libres, c'est quand même 4127 donatrices par an, ce qui permet d'assurer le salaire des 8 personnes qui travaillent à temps plein chez Framasoft. Et ils ont aussi le modèle de contributeurs, donc des gens qui peuvent contribuer à l'amélioration des services de Framasoft, et ils sont au total un nombre de 700, qui vont contribuer de façon ponctuelle ou régulière. Pour illustrer le don, il existe des plateformes en ligne. Par exemple, Liberapay, qui est une solution de paiement libre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube des gens qui présentent aussi Tipeee, Patreon, qui sont des sites de financement plus ou moins participatifs pour aider les gens à vivre de leur activité. Et par exemple, dans le cas de YouTube, ils se débarrassent de la pub pour que vous ayez un contenu du coup, qui soit entre guillemets propre. Mais eux, pour assurer leur moyen de subsistance, vont mettre en place le don pour pouvoir vivre et continuer à profiter de faire leur activité. Liberapay, c'est la même chose, sauf qu'eux, ils ont un modèle un peu particulier, c'est le don récurrent. Donc de donner peut-être moins, mais de donner plus souvent. Donc de faire généralement un don hebdomadaire. Donner par exemple 1 € hebdomadaire à une équipe. C'est un bon moyen de découvrir des logiciels libres, des équipes, des développeurs indépendants qui vont proposer des services. Alors là, on voit mieux au vidéoprojecteur sur l'écran. On voit que le logiciel libre, ça ne rapporte pas tant que ça, malheureusement. Un projet comme F-Droid, donc qui permet d'héberger des applications libres sur vos téléphones, qui est un peu l'équivalent du Play Store, mais en libre, ou de l'iOS Store, l'Apple Store chez Apple, ils vont gagner que 55 € par semaine via cette plateforme. Derrière, c'est 4 personnes qui sont derrière. Donc vous faites le calcul, 55 € par semaine pour 4 personnes, ça ne fait pas grand-chose pour remplir le frigo à la fin du mois. C'est le triste constat du logiciel libre avec le modèle du don. Naturellement, ce n'est qu'une plateforme. Tous les éditeurs vont multiplier les plateformes pour essayer de multiplier les sources de revenus. Mais c'est un peu le constat, c'est que le logiciel libre rapporte peu. Donc pour ça, d'autres sociétés vont développer d'autres modèles économiques. On a vu WordPress précédemment, qui eux vendaient de l'hébergement, du service. D'autres services vont se baser uniquement sur de la maintenance, du support, de la vente de documentation, etc., qui vont faire de la formation. Chacun va avoir son modèle pour laisser son code accessible et gratuit aux utilisateurs, mais pour qu'eux puissent assurer la pérennité de leur logiciel, vont vendre du service à côté. Donc, si je dois résumer, l'utilisateur peut utiliser, modifier, redistribuer, améliorer gratuitement le logiciel ou la solution. Les éditeurs peuvent trouver des sources en mécénat, que ce soit populaire, privé ou public, en prestation de services et sur d'autres sources de revenus comme la publicité, le sponsoring ou les goodies, donc les goodies, les produits dérivés. L'autre pan de la survie d'un logiciel libre, c'est la contribution. Les logiciels libres, pour survivre, ils ont besoin d'argent, naturellement, pour assurer leur subsistance, mais ils ont besoin de contributeurs. Mais pour faire du logiciel, faut-il être technicien? Eh bien, c'est encore une idée reçue. N'importe qui, même dans cette salle, peut contribuer au logiciel libre. Il existe plein de façons de contribuer au logiciel libre, quel que soit son niveau de compétence ou de connaissance. Il y a la promotion. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, ce soir, nous, en tant qu'association. Si vous aimez un logiciel libre, parlez-en à votre voisin, à votre famille, à votre chien, à votre chat, peu importe. Le but, c'est de le partager. C'est de faire remonter aux équipes de développement si vous avez rencontré des bugs ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Ça, en tant qu'utilisateur, on rencontre tous plus ou moins un souci à un moment donné sur un logiciel. Ça peut venir des fois de nous, ça peut venir du logiciel. Le tout, c'est de le faire remonter. Je montrerai un exemple de plateforme où on peut faire de la remontée d'informations par rapport à certains logiciels. La traduction. Si vous êtes bilingue, trilingue, polyglotte, vous pouvez aider à traduire un logiciel. C'est ce qui fait la popularité de Wikipédia, par exemple.
le fait que des gens font de la traduction communautaire et qui fait que ça va être accessible dans plein de pays. Là où, par exemple, une solution propriétaire ne va peut-être pas pouvoir se permettre de faire autant de traductions, parce qu'un traducteur, ça se paye et ça coûte cher. C'est rare de voir un logiciel qui est traduit en 47 langues. Il y a plein de projets communautaires, je pense à Wikipédia dans les plus célèbres, WordPress. Il y a même un auteur français qui fait de la BD, qui du coup reverse sa BD en libre, et que tous les gens dans le monde, pour s'approprier la BD, ont traduit la BD. Donc toutes les planches sont accessibles, et les gens traduisent directement les bulles. Et l'entraide, que ce soit sur Internet, ou dans des associations, dans votre famille, etc. L'entraide, c'est un premier pas aussi à la contribution. Vous aidez les utilisateurs à s'améliorer, à se perfectionner sur les logiciels. C'est un abus de langage pour moi en anglais. C'est in real life, donc ça veut dire dans la vraie vie. C'est parce que la plupart de l'entraide se passe sur Internet, via les forums, via les communautés, via des messageries instantanées. Mais il y a aussi toute l'entraide qu'on peut faire dans la vie réelle. C'est ce que font beaucoup les associations d'utilisateurs de logiciels libres ou autres, ou ce que vous pouvez faire dans un cadre privé, familial, amical, etc. La contribution technique, qui est un petit peu différente. Bon, toutes les ressources volontés sont les bienvenues. La première contribution qu'on peut penser, c'est le code. Donc vraiment, c'est de la production. On aime un logiciel, on peut l'améliorer, on en a les compétences techniques, ou même on veut s'améliorer, on est étudiant par exemple, ou on apprend un logiciel. Coder sur du logiciel libre, c'est quelque chose de très formateur. Vu qu'on a accès au code, donc c'est-à-dire à la recette du logiciel, on peut la lire, on peut l'apprendre, et on peut proposer des améliorations, des suggestions, des nouvelles fonctionnalités, etc. On connaît bien le logiciel, généralement les logiciels sont livrés avec un manuel. Donc on peut enrichir la documentation. Souvent les documentations sont des fois incomplètes, partielles. Si on a une bonne expertise du logiciel, on peut l'enrichir et la traduire, ce qui permettra encore plus d'accessibilité et une possible conversion des utilisateurs à l'utilisation de ce logiciel. Pour ceux qui sont un petit peu plus créatifs, la production graphique. On dit souvent que les logos des logiciels libres sont moches et leur interface aussi. Il n'y a qu'à prendre le logo de VLC qui n'est juste qu'un cône de signalisation. Bon, dans une logique marketing aujourd'hui, ça s'entend de faire des beaux emballages. L'important dans le logiciel libre, ce qui est souvent vanté, c'est la fonctionnalité avant tout. Aujourd'hui, c'est vrai que si on veut que le logiciel marche, il faut commencer à faire des jolis emballages. Donc si vous avez des compétences en graphisme, etc., je pense que toutes les contributions seront bienvenues, que ce soit pour les maquettes, les logos, etc. Là, à mi-chemin entre le graphiste et le codeur, c'est les expériences et les interfaces utilisateurs. Donc ce que l'utilisateur final va expérimenter quand il va avoir le logiciel. Si un logiciel est compliqué à utiliser, s'il n'est pas beau, s'il n'est pas intuitif, on va avoir tendance à le jeter et passer à un autre. Aujourd'hui, l'accessibilité, donc au sens large, le logiciel libre, Internet sont basés sur des valeurs qui doivent être utilisables par tous et par toutes. Ça veut dire aussi en condition de ce que la personne fait. C'est-à-dire s'adapter des fois aux handicaps de la personne. Si le web n'est pas accessible, les personnes qui seront peut-être malvoyantes, celles qui utilisent des claviers braille, etc. S'il n'y a pas de transcription audio ou de transcription littéraire dans les vidéos, etc., vous privez une partie du contenu à certains utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est important. Internet, Tim Berners-Lee, qui a fondé le protocole web tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le fait d'aller sur des sites web, le World Wide Web, l'a dit que voilà, il devait être accessible à tous et à toutes. Et vous serez surpris de savoir le nombre de sites qui sont réellement accessibles à tous et à toutes. Et du taux de perte que ça peut représenter en plus dans l'économie. Un site de e-commerce, je crois que sur une statistique qui avait été faite, donc vraiment un site de vente, il y a plus de 30% des ventes qui ne vont pas jusqu'au bout parce que les gens ne peuvent pas lire les pictogrammes, carte bleue, Visa ou Mastercard. Donc du coup, qui sont freinés à ce moment-là. Donc économiquement, c'est une perte. C'est dommage pour eux. Oui. Alors, pour la conclusion, 2 points nécessaires pour la survie d'un logiciel libre, je le disais. Le modèle économique.
Donc que ce soit le don, la vente de supports annexes, etc., de services autour, et la contribution. C'est les deux pans de survie qui vont être nécessaires à un logiciel libre. Si aujourd'hui des logiciels libres sont très populaires, je pense par exemple à Firefox, qui est installé sur beaucoup de machines, c'est parce qu'ils ont énormément de contributions. C'est parce que derrière, c'est des fondations, c'est des institutions qui financent la fondation Mozilla, qui permet aujourd'hui d'avoir des grandes équipes, etc. WordPress ne serait pas en arrivé là s'ils n'avaient pas développé toute cette prestation de services autour et s'ils n'avaient pas chouchouté aussi un petit peu leur communauté. Pour qu'une communauté donne, il faut qu'elle reçoive aussi. Tout ça font que ça contribue à la popularité d'une solution libre et qu'elle survit dans le temps. Alors, donc pour cette présentation, elle est libre. Si pour faire du lien avec ce qu'avait dit Jean précédemment, elle est sous Creative Commons. Le droit français m'oblige à retenir, à donner une paternité, mais en soi, vous en faites ce que vous voulez. Son code est totalement accessible. Alors, je vais essayer de le montrer. Donc, sur ce site, vous avez vraiment accès à l'entièreté du code de la présentation. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le modifier, etc. Et il n'y a pas de souci. Il est sous licence pour ceux qui ont suivi GNU GPL. Et toutes les images qui ont été utilisées sont sous Creative Commons. Voilà, c'était pour faire du lien. D'ailleurs, une membre de notre association a fait ses premières contributions sur cette présentation. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe quand j'écris. Sa première contribution a été de corriger les fautes d'orthographe. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, c'est juste dans le cas de logiciels de type universitaire, si ça peut intéresser certaines personnes par la suite, on pourra en parler. Il y a des cas spécifiques donc au niveau développement, puisqu'à ce niveau-là, les recherches universitaires bénéficient ou ont besoin de subventions, donc il y a des cas particuliers concernant les logiciels libres. C'est un peu technique, on ne va pas continuer. Alors, c'était la question initiale, pourquoi promouvoir les logiciels libres et la culture libre, puisqu'en fait les deux vont ensemble. La réponse a été proposée il y a déjà très longtemps par Richard Stallman, et quand il parle devant un public francophone, je vous ai dit, il est bilingue parfaitement, donc devant un public français, mettons, il évoque tout de suite la devise de la République, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors on va essayer de voir en détail. La liberté, on l'a déjà bien vu, d'abord dans le mot libre, culture libre, logiciel libre, le mot apparaît, et il y a les 4 libertés des logiciels libres et de la culture libre, donc qui sont inhérentes, donc on est vraiment dans le domaine de la liberté. L'égalité, c'est l'égalité de tous au bien commun. Tout le monde, à partir du moment où il y a un accès minimum à Internet, mais un simple téléphone peut déjà le permettre, et bien sûr il faut payer les coûts de transmission, il y a déjà une certaine égalité, sachant que dans certains cas, il faut passer par des MJC, des médiathèques ou d'autres, si la personne n'a pas un débit suffisant pour accéder. Mais le contenu, lui, est accessible à tout le monde, et en plus, si la personne, par exemple, a une double culture, elle peut l'utiliser dans la langue qu'elle le souhaite. Et la fraternité, puisque justement, on l'a bien vu, le principe du logiciel libre, ce sont des collaborations. Donc, Julien nous a parlé des collaborations internationales. Pour citer un des exemples dont j'avais parlé au niveau éducatif, il y avait d'une part, donc, pour la programmation, il y avait déjà des programmes traduits dans une centaine de langues, y compris des langues avec des caractères spécifiques. Un autre exemple, c'est J'ai compris, un logiciel éducatif pour les plus jeunes. Il a été, d'un mesure où il a été libre, d'un mesure où dans beaucoup de pays, sur plusieurs continents, il y avait des personnes motivées qui ont contribué. Elles ont contribué justement à la traduction. Elles ont fait ce que propose Julien. Chacun contribue dans son domaine de compétences. Il n'y avait pas à refaire le code. Tout était conçu pour pouvoir éventuellement changer les langues, y compris des langues qui s'écrivent de gauche à droite, de droite à gauche. Donc tout avait été conçu pour que ça puisse être fait. Et donc
j'ai compris, a été traduite dans une quarantaine de langues, au point de vue traduction textuelle et aussi traduction phonétique ou par l'ajout de vidéos. Donc le système a été conçu pour rajouter très facilement des fichiers audio de façon à ce que chacun puisse contribuer dans sa culture. Donc là, ça c'est lié d'une part à l'existence d'une communauté et aussi à la conception du logiciel qui doit être suffisamment simple pour permettre des rajouts et des traductions. Là, on est dans le cadre d'une fraternité qui dépasse le cadre de l'Hexagone, mettons, et qui va au niveau international, puisque des logiciels bien conçus peuvent servir dans le monde entier avec donc des échanges sur un pied d'égalité, chacun contribuant dans son domaine. Donc ça, c'est les 3 directions principales. Alors, ça peut faire partie de la discussion qu'on aura un petit peu après si vous avez encore le courage de rester. Je vais juste terminer par quelques informations et ensuite on rentrera dans la discussion proprement dite. Alors, comment participer au livre en PACA? D'une façon générale, si vous arrivez dans une nouvelle région, vous pouvez à tout moment, et si vous avez un instant de libre pendant le week-end en question, vous pouvez non seulement visiter les monuments historiques de la région, mais aussi aller rendre visite aux collègues libristes. Donc, quelle que soit la région, il y a un document qui s'appelle l'agenda du libre, qui répertorie tous les événements qui ont été annoncés. Et par ailleurs, un système de recherche. Donc là, j'ai mis comme mot-clé PACA. Et j'ai obtenu toutes les associations qui ont récemment mis des événements, mais aussi des associations qui en ont mis à un moment donné, qui sont momentanément en sommeil, mais qui peuvent éventuellement réactualiser. Donc, ça vous permet de prendre contact avec ces associations. Bon, j'imagine que si vous êtes là, vous n'êtes pas loin d'Aix, donc on va faire un peu de publicité, il ne faut pas hésiter. Donc il y a une association qui s'appelle l'Axul, tout simplement, et vous avez notre carte. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir sous forme imprimée, mais au mieux, vous pouvez aussi aller sur Internet et vous l'aurez disponible directement. Toute la présentation que vous avez vue est là aussi en Creative Commons, c'est marqué quelque part par là, licence CC BY SA, la même que Wikipédia, et c'était normal, puisque beaucoup de figures incorporées sont des figures issues de Wikipédia, ou, dans ce cas-là, OpenStreetMap. Ça vous donne un exemple de ce que donne OpenStreetMap, ce que donnait OpenStreetMap il y a quelque temps, en attendant qu'on ait un giratoire à sens variable qui se trouve là, que connaissent très bien les gens du quartier. Alors, je m'excuse, ce n'est pas une carte dynamique, donc actuellement, je vous déconseille fortement d'essayer de passer par là. Mais dans quelques jours, au contraire, il faudra peut-être passer par là. Donc, justement, on est dans l'évolution. On a le premier giratoire évolutif peut-être de France. Et il est très intéressant. Et bon, je pense qu'on peut maintenant arriver à la discussion proprement dite si vous avez des questions.